Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, comment allez-vous? Bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Doc Mayou, bonjour. Ouh, je me suis fait prendre par surprise. Écoute, on est en train de jaser. On placote. J'oublie le temps. Lorsque la conversation est intéressante, c'est vrai, ça a toujours été ça. Ouais. J'oublie le temps. Mon père était comme ça. C'est correct. Lorsque c'est intéressant, l'échange est intéressant, la notion de temps disparaît. Bon, on se complète. Moi, je suis une femme, je peux faire deux choses en même temps. Vous parler puis regarder l'heure. OK? C'est... Toi, là, fais attention. Ne gâche pas ta sauce en partant. Je vous taquine. Je suis généreux dans la vengeance. Oui. Je suis pas inquiète. Pas en tout. Oui, aujourd'hui, alors, je dois vous avouer que ça fait quand même, vous aussi, ça fait plusieurs années que vous faites de la radio, moi de même. Puis c'est un sujet que j'ai jamais abordé sous cet angle-là. Et je vais donner le crédit à qui de droit. C'est tout d'abord, il y a eu un événement qui a quand même fait beaucoup jaser le monde sportif, des marathoniens particulièrement. Vous le savez, dernièrement, il y a eu un décès d'un coureur de 30 ans, était à 2 kilomètres de l'arrivée lors du 20e anniversaire du marathon SSQ Lévis-Québec. Et là, ça a remué beaucoup les gens. Il y a une journaliste du journal Le Soleil, une photographe, excusez-moi, du journal Le Soleil, qui est, on est comme amis Facebook, puis j'ai vu passer son statut. Et là, je me suis dit, elle a l'affaire. Ça représente ce qu'elle dit, ce que je pense. Parce que je vais vous dire ce qu'elle dit. Elle dit, je vais radoter, là, mais j'en ai trop vu. J'ai à plusieurs reprises, un peu partout au Canada, photographié des marathons. À chaque fois, une ambulance, des gens qui s'écroulent, des choses dérangeantes telles que des diarrhées du coureur qui te donnent même pas le goût d'arrêter et tu continues à courir avec le caca qui coule sur tes jambes, des mamelons en sang qui transpercent ton chandail. Elle m'a même parlé qu'il y avait des filles, les menstruations, c'est pas joli non plus, des claquages qui font que tu termines la course de reculons ou traîné par tes amis parce que t'es plus capable. Et là, elle dit, là, je vais être raide. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème de contrôle freak? T'es-tu vraiment obligé de te rendre là? Le sport, c'est la santé. Le respect, c'est la santé. Puis là, elle dit, respectez-vous donc un peu en tant qu'individu. Puis en tout cas, elle continue là-dessus. Puis, mais là, je me disais, là, les gens vont se dire, OK, c'est quoi le thème de l'émission? Abandonner. Est-ce que ça se peut qu'abandonner, ça puisse être positif? Là, on parle dans le cas de marathonien. Mais ça peut être dans plein de sphères de notre vie. Ça peut être une relation malsaine, ça peut être une amitié, ça peut être un emploi, ça peut... Il y a plein de phases dans une vie où il y a des gens, là... Puis en plus, il y a toutes sortes de pensées, de citations, de si, que si t'abandonnes, t'es un lâche. Mais à un moment donné, ça se peut-tu, Doc, qu'abandonner, ça puisse être vu positivement? Ben oui. Ben oui. Et le lâcher-prise... à l'occasion, c'est sain. Exemple, on va donner un exemple concret. Il y a Guerre qui joue pour les joueurs de hockey. Alors, quand est-ce... Autrement dit, la question, c'est quand est-ce passer le puck? Quand est-ce cesser ou passer le puck? Correct? Alors, ça va inclure beaucoup de monde. Il y a Guerre, 46 ans, il joue encore pour les Panthères. Ça devient un peu gênant. Parce qu'il y a 46 ans, il est encore bon, mais il n'est plus ce qu'il était. Tu comprends? Ouais. Il y a des chefs d'entreprise qui sont rendus à 82, 83. Il y a de plus en plus de chefs d'entreprise ou de propriétaires d'entreprise qui sont incapables de transitionner. On voit ça chez des cultivateurs, chez des propriétaires de toutes sortes. Dans le milieu des affaires, ils sont incapables d'effectuer une transition. Moi, j'ai déjà entendu des cas où les jeunes, là, c'est eux autres qui prennent la relève de l'entreprise, que ce soit au niveau de l'agriculture ou n'importe quel type d'entreprise, puis que le père, souvent c'est le père, il n'est pas capable de leur laisser. Il faut toujours qu'il soit là, présent. J'entends régulièrement des parents incapables de céder leurs biens de leur vivant aux enfants, alors qu'ils commencent à être âgés, me disant, ils se débrouilleront après ma mort. C'est pas une façon de penser, ça. Mais abandonner, ça cache une faiblesse importante. Ce que je vois aussi très souvent,
c'est des conjoints ou des conjointes qui, après une séparation, 3 ans plus tard, sont incapables de désinvestir la personne qui les a flushés. Mais oui, mais vous avez été flushé. L'autre, oui, mais pourquoi? Puis il me l'a pas dit, puis il veut pas me le dire. Puis, hey, il veut pas me dire pourquoi il me flush. Non, il est pas obligé de te le dire, cher. Je vois des hommes, là, non, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 2 ans. Ils courent encore après. Elle n'en veut plus. Abandonne, gars. Mais on dirait, quand on dit le mot lâcher prise, on dirait que ça fait zen. Oui. Abandonner, ça fait lâche. Ben, ça peut. Non, mais dans le discours populaire, oui. là. Oui. Tu sais, et pourtant, dans certains cas, mais tu sais, tantôt, je disais, là, il y a toutes sortes de citations, là, moi, vous en Oui. Bon. Il y a, je vais choisir la première, là, celle que vous allez adorer. Dieu seul a le privilège de nous abandonner. Les hommes ne peuvent que nous lâcher. Quand j'ai vu ça. Qui a sorti cette niaiserie? Celle-là, je ne le sais pas, mais tu sais, Bon, on regarde dans la citation. C'est là. n'importe quoi. L'échec est une chose, c'est l'abandon qui est inacceptable. Ah, lui, tout le monde le connaît, Michael Jordan. Si tu abandonnes une fois, cela peut devenir une habitude. N'abandonne jamais. Mohamed Ali, n'abandonne pas. Endure maintenant et vis le restant de ta vie en tant que champion. Mais tu sais, ça va bien pour eux autres. Là, c'est ça, un coup qui ont gagné des combats, puis un coup... mais c'est pas tout le monde. Moi, si je voulais aller dans le ring de boxe, j'aurais beau endurer, mais me faire knocker, ça prendra pas de temps. Là. Alors là, tu viens de battre un record. C'est 3 ou 4 sophismes de suite. Un sophisme, chers auditeurs, c'est de la fausse sagesse. C'est de la sagesse dangereuse et qui est très véhiculée. Tu fais bien de le mentionner. José, j'aimerais, parce que Robert m'a soulevé, oui, mais il dit, vous allez parler de résilience. Robert Pilote de Trois-Rivières. Oui, Robert, j'ai dit, Robert, la résilience n'a rien à voir avec notre sujet du jour, avec l'abandon, le lâcher-prise ou transitionner. Ça n'a rien à voir. La résilience, c'est cette souplesse dans l'épreuve, dans l'adversité. Ben moi, je vois la résilience comme une qualité que quelqu'un a quand il n'y a pas le choix. C'est arrivé, là, l'épreuve ou l'obstacle. C'est ça. Tandis que abandonner, lâcher prise, c'est une décision qu'on doit prendre. Oui, c'est ça. Qui fait appel à notre jugement. C'est sûr que le jugement est inéquitablement réparti. C'est-à-dire que la nature a fait que certains individus, hommes et femmes, naissent avec un bon jugement, un jugement moyen ou un mauvais jugement. Et ça va les suivre toute leur vie, que soit leur quotient intellectuel. Mais je pense, oui, il y a une question de jugement dans certains cas, mais je pense, puis là c'est rare, c'est vous habituellement qui faites la distinction des genres. Moi, je pense qu'au niveau des hommes, là, il y a une question beaucoup d'orgueil. Ben oui. Tout à fait d'accord. Autant alors, dans le sport. C'est ça. Autant... je suis certaine qu'aujourd'hui, on va en avoir. Là. Exemple, des gens qui vont dire, mon père, il s'est brûlé à job. Il voulait sauver son entreprise. Il a tout donné. Il voulait pas lâcher. Mais il a hypothéqué sa santé. Des fois, ça va jusque-là. Là. Il était bouffi d'orgueil dans certains cas. Alors, jugement peut être remis en question. La culture. Tu viens de mentionner toute une série de sophismes culturellement transmis d'une génération à l'autre. Et ensuite, des caractéristiques de tempérament comme l'orgueil. Et l'autre à ne pas oublier, Narcisse. Oui. Je pense qu'il est très important, lui. Et souvent, il tient la main à l'orgueil. Les deux peuvent assez bien s'entendre ensemble. Le narcissisme et l'orgueil peuvent se côtoyer allègrement, se joindre, se donner la main. Puis je pense aussi que dans le discours public, là, quelqu'un qui abandonne, il est vu comme faible. Mais moi, savez-vous quoi? Moi, je pense que c'est le contraire. Dans certains cas, pas dans tous les cas, là, mais dans certains cas, abandonner, il faut être fort. Prendre la décision, savoir arrêter au bon moment. Oui. Et en plus, se foutre de l'opinion des autres. Parce que ça aussi, je pense que c'est une part importante. La peur du jugement des autres lors de l'abandon. Ou la blessure narcissique. La peur du jugement des autres. Et où? Ça va souvent ensemble. Il peut y avoir 2, 3, 4 facteurs combinés qui font que certains joueurs... Écoute, Chris Chelios, il a pris sa retraite à 48 ans. C'est un peu gênant. Tu sais... C'est un peu gênant. À un moment donné, Markov, là, je veux bien qu'on en parle, puis qu'on en parle, qu'on en reparle. Il est rendu à 38 ans.
S'il vous plaît. S'il vous plaît. Peut-on, quand est-ce manifester de la dignité dans notre comportement en abandonnant, en lâchant, en quittant honorablement et non pas attendre qu'on nous mette dehors. Et je reviens à des parents, puis surtout des hommes là, qui vont coller, qui collent dans l'entreprise, qui deviennent tannants. Régulièrement, je suis confronté à ça. Ils sont rendus, ils passent 80, puis ils se pensent encore à 62. Mais il y en a qui ont peut-être peur du vide, parce qu'ils ont tellement tout investi, juste dans, tu sais, les œufs tous dans le même panier. Non. Ils n'acceptent pas. Écoute, l'orgueil et le narcissisme là, sont deux gros morceaux présents chez beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de chefs de clan, de chefs de famille. J'utilise le mot sciemment, chef, d'hommes qui se pensent être des chefs de famille. Ouais. C'est moi le chef. Et au Québec, chez les matriarches, c'est différent. C'est pas pareil. C'est pas la même dynamique. Il y a vraiment une différence de genre ici, là. Lorsqu'on parle d'abandon, de transition, de lâcher prise, ça demeure à voir lorsqu'il y aura plus de femmes à la tête d'entreprise, comment elles vont se comporter. Mais ça peut être dans d'autres sphères, par contre. Ça peut être en couple. Abandonner une relation malsaine, arrêter le travail avant le burn-out. Tu sais, il y a plein d'autres sphères où les femmes ont eu à abandonner. Moi, je vais aller plus loin, puis dans notre auditoire, je suis sûre qu'il y en a. Moi, c'est un jugement. Moi, je m'assume. Le pire abandon, ça doit être ceux qui ont été mère-fille puis qui ont abandonné leur enfant en adoption. Ça, c'est une décision de femme bien souvent, là. Ou d'entourage familial, peut-être aussi. Habituellement, c'est l'entourage ou les services sociaux. Et je le dis respectueusement. Mais parce qu'il y a énormément ça doit être le pire abandon, là. Il y a énormément de femmes... énormément. Il y a beaucoup de femmes au Québec, c'est une grosse cohorte, de femmes déficientes intellectuelles dont les services sociaux leur ont enlevé le bébé à la naissance. Avec raison. Oui, mais dans plusieurs autres cas qu'on entend, moi, je me rappelle d'avoir regardé des émissions de Claire Lamarche avec ma boîte de Kleenex à côté, quand il y avait ils réussissaient à trouver les enfants de tel parent, etc. Oui, c'était pas tous des gens avec des problèmes de santé mentale. Non, ça, c'était jadis où la famille insistait auprès de la jeune femme pour qu'elle donne le bébé en adoption ou laisse le bébé à la crèche. Ouais. C'est différent. Ça, c'était d'une autre époque. Maintenant, ça s'applique plus, ça. Aujourd'hui, il y a l'avortement. C'est aussi simple que ça. Exactement, il y a l'avortement. Ouais. Et il y a les services sociaux dans les cas de toxicomanie, drogue, alcoolisme et déficience intellectuelle, handicap intellectuel. Sont les raisons d'enlever les enfants. On va aller à la pause. Au retour, on veut vous entendre. Est-ce que vous avez déjà eu dans votre vie à abandonner quelque chose? Ça peut être dans le sport, ça peut être au travail, ça peut être en couple. En affaires. Aussi, exactement. Mm-hmm. Ça peut être faire faillite, c'est un abandon, c'est comme, OK, ça suffit, là, on arrête de se battre. Là. C'est un bon point, celui-là, je l'avais oublié parce que oui, ça m'est arrivé d'accompagner des personnes qui m'ont consulté dans une faillite. Et c'était tout à fait indiqué pour cette personne-là. Oui. On va à la pause, c'est le temps de réserver votre circuit téléphonique. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'avoir à abandonner? Que ce soit une relation, un marathon, que ce soit une entreprise, une relation malsaine, comme on le mentionnait tantôt. Oui. Le mot abandon est tellement mal vu, alors que dans certains cas, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et tantôt, vous voulez faire la différence, Doc, parce que tantôt, moi, je disais que chez les hommes particulièrement, il y avait une question d'orgueil là-dedans. Vous avez aussi amené le narcissisme. Oui, il y a une différence entre les deux, et je la résumerai comme ceci. Orgueil voudrait dire, s'applique de la façon suivante. L'homme va dire, je suis le king, personne ne peut me remplacer. Tandis que le narcissisme réfère à l'égocentrisme. Vous êtes à mon service, ne vous en déplaise, même si ça vous déplaît, à votre détriment, vous êtes à mon service. Alors, il y a une différence, il y a vraiment une nuance importante entre les deux. Prenons le père, là, qui a construit une entreprise familiale, puis que c'est le temps qu'il laisse les rênes à la relève. Lui, c'est quoi? Ben, ça dépend du père. C'est ça, ça peut être, écoute, il est le king, il est irremplaçable. Il est tellement bon. Il peut pas s'imaginer que ses enfants vont être aussi bons que lui. Oui, puis souvent, d'ailleurs, surtout quand il sent que quelqu'un peut être meilleur.
C'est drôle, ça, hein, comme comportement. Il me semble que tu veux que ton entreprise... Puis c'est rare, en plus, de génération en génération, là, ceux qui réussissent à bien faire la transition. Ça arrive, mais semblerait-il que c'est très difficile. Fait que je me dis, il me semble que... Comme créateur de ton entreprise, tu veux que ça aille bien. Puis... Surtout au Québec, il y a des statistiques là-dessus et elles ne sont pas tellement roses. Dans le sens qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont créé des entreprises et ils ont beaucoup de difficultés de la léguer d'une génération à l'autre. Oui, exact. Les Juifs réussissent beaucoup, beaucoup mieux que nous autres là-dessus. Alors, il y a plusieurs peuples qui réussissent beaucoup mieux que les Canadiens français. Énormément d'envie. C'est relié à l'envie. Alors, il y a un des vices nationaux chez les Canadiens français, c'est d'être envieux, d'être jaloux de l'autre. Exactement. Et d'être jaloux de ses propres enfants. C'est moins drôle. Ça, c'est la partie dure à comprendre pour moi. Ouais. On va parler avec Nancy. Accepter. C'est un vice. C'est une espèce de tare qui s'est répandu dans notre nation, puis c'est plate. Oui, allons-y. Nancy nous appelle. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Nancy. Bonjour. Moi, j'ai eu mon fils à 16 ans. Oui. Et puis, je suis rendue à 48 ans. Oui. Et puis, je l'ai abandonné parce que j'étais jeune. C'est ma mère et ma soeur qui s'en est occupées jusqu'à l'âge de 17-18 ans. Et puis, là, aujourd'hui, j'appelle parce que ça me touche. Parce qu'aujourd'hui, il est en thérapie dans une maison pour la consommation de drogue. Oui. Et puis... je sais que je l'ai vu justement un dimanche. Et puis là, il travaille là-dessus avec les intervenants de sa jeunesse, de ce qui s'est passé, puis comment il a perçu l'abandon de sa mère, puis tout ça. Alors... Bon, on va en parler de l'abandon de sa mère. Oui. Vous étiez où? Lorsque votre sœur et votre grand-mère, à 16 ans, votre sœur avait quel âge? Ma sœur, elle avait 15 ans, parce qu'on a un an de différence. Fait que votre sœur était plus jeune que vous? Oui. Puis vous dites que c'est elle qui s'en est occupée avec votre mère? Oui. Mais vous étiez où, vous, à ce moment-là? Ben moi, je m'amusais, puis je pensais pas aux conséquences de m'occuper de mon fils. Bon, c'est pas que vous l'avez abandonné, c'est que vous aviez aucune capacité maternelle. Vous confiez votre bébé à votre sœur plus jeune que vous. Et, est-ce que vous avez fait usage de drogue quand vous étiez jeune à 16 ans? Pas du tout. Mais qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez où? Ben, je m'amusais. Oui, mais qui plus est, vous amusez? Vous étiez une cervelle d'oiseau? Oui, je dirais oui. À l'époque, oui. Mais concrètement, donnez-nous des exemples de comportements irresponsables que vous aviez à l'époque. Ben, je recherchais mon père, parce que ma mère, elle était abandonnée. OK, vous aviez des relations sexuelles à répétition? Oui. Oui. J'essayais de retrouver un homme qui s'occuperait de moi avec mon fils. Concrètement, donnez-nous des exemples. Vous passiez combien d'hommes par semaine? Donnez-nous des exemples de comportements irresponsables. Convainquez-nous, là, que vous étiez vraiment... Mes relations t'ont fait 2 mois. Bon, il y a beaucoup de femmes dont les relations t'offrent 2 mois. Jusque-là, vous n'avez pas dit grand-chose. Qu'est-ce que vous faisiez d'irresponsable? Sortiez avec des crottés ou c'est quoi? Oui, j'étais avec des gens là pas très honnêtes, disons. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire des motards. Bon, avec des bons crottés. Oui, je me mettais dans des bars. Bon, un peu de prostitution? Non, pas du tout. Pas de prostitution? Pas de poudre? Non, pas du tout. Pas d'amphétamine? Non, pas du tout. Beaucoup d'alcool? Moi, c'était beaucoup d'alcool, oui. Beaucoup d'alcool. Ah, bon. Et écoutez, il faut vous tirer vers du nez, vous, à 48 ans? Oui, moi, c'était beaucoup d'alcool. Bon, quelle est votre sœur et votre grand-mère? Là, moi, je veux bien que votre fils examine votre abandon, mais je suis pas sûr que c'est l'abandon. C'est le fait d'avoir une mère qui a une cervelle d'oiseau. C'est gênant, maudit. Ben, je pense que oui. Deuxièmement, il y a beaucoup de fils, beaucoup de jeunes hommes qui n'ont pas été abandonnés, qui sont toxicomanes. Ce n'est pas un facteur spécifique. Saviez-vous ça? Non. Est-ce que votre sœur et votre grand-mère ont été corrects avec votre garçon? Eh mon Dieu, oui. Bon, ben, votre abandon, là. Voyez-vous, pour un bébé, ne tient pas compte de la femme qui l'a enfanté. Tient compte de la femme maternante qui l'a élevé.
Ah, OK. Ça semble vous surprendre? Ah? Vous n'aviez pas réalisé Oui, ça? Non. Maintenant, aujourd'hui, je suis plus, comment je vous dirais ça, je vois, là, ce qui est, pour moi, là, dans ma perception à moi, on dirait que là, je vois là, le mal que je lui ai fait, là. Non. Eh boy, Nancy, le jugement, c'est pas votre fort, hein? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parlez-nous un peu de vous, là. On va se quitter sur une bonne note. Ben moi, j'ai une entreprise présentement, ça va très bien dans ma vie. Je suis mariée, j'ai des employés, ça va super bien, j'ai une belle business. Oui? Oui. Hey, mais c'est le fun! Dans quel domaine vous œuvrez? Moi, j'ai une entreprise d'entretien ménager, du commercial. Oui. Ah ben. Puis votre conjoint fait quoi dans la vie? Mon mari, lui, il a une entreprise aussi dans le transport. Oui. Et puis, on est super bien ensemble. Hey, ça va numéro un. on rapporte un revenu net annuel, les deux combinés, ça donne à peu près combien? Le net, là. Le net, je vous dirais, ça fait 300 000. Nancy, yes! On longe pas, OK? Bye. Merci beaucoup, Nancy. Bye. À 300 000 de net par année, là. Mais Doc, savez-vous quoi? Encore là, moi, vous êtes habitué, là. Mais moi, je l'écoute. Son fils est en thérapie. Ils sont en train de gratter. Puis il dit, là, on gratte l'abandon. C'est normal qu'elle se remette en question. Elle tu sais, en termes de concret, elle l'a toujours bien abandonné, là. Tu sais, elle l'a pas mis dans ses priorités. Là, aujourd'hui, elle doit avoir un poids incroyable d'enlever sur les épaules. Parce que vous venez de dire que sa mère puis sa sœur, en donnant l'amour que l'enfant avait besoin, l'attention, l'affection, ben c'est pas ça qui aurait hypothéqué, là, son enfant. Mais c'est normal qu'elle se repose des questions, par contre, là. Oui, elle l'a pas abandonné. C'est pas un manque de jugement de sa part, là. C'est un lâcher-prise. C'est qu'elle l'a enfanté, puis elle dit, je pense qu'il y a des personnes autour de moi qui pourraient l'élever mieux que moi. Il n'y a pas d'abandon là. L'enfant n'a pas été abandonné à lui-même, là. Non. Il n'y a même pas d'abandon. Puis écoute, elle le voit, puis il n'y a pas d'abandon. On essaie. Écoute, il y a un faux problème. Je soupçonne, José, qu'on met l'accent sur un faux problème ici, là. Et elle avait un problème, de boisson. C'est peut-être les thérapeutes là, qui sont avec son fils. Ça se peut-tu, ça? Parce qu'écoute, elle est loin d'être la cervelle d'oiseau qu'elle était adolescente. Probablement qu'elle était alcoolique, puis son fils est toxicomane. Bon, ils ont une faiblesse, possiblement génétique, dans cette famille-là. Parce que là, écoute, pour faire un net de 300 000 à deux, là, ça commence à être un élément de fierté indéniable. On va aller à la pause là-dessus. Elle a des employés, puis elle a peur. Bravo! Ben oui, mais moi, je trouve ça tout à fait normal qu'elle se pose des questions actuellement, puis que c'est pas un manque de jugement, comme vous y avez dit, là. Non, on va déculpabiliser. Parfait. Elle avait un problème de boisson parce que c'était avec des crottés. Bon, excellent. On va aller à la pause. Au retour, nous allons parler avec Edeline de Montréal. Réservez votre circuit téléphonique. Est-ce que vous avez eu l'impression ou est-ce que vous avez eu à abandonner dans votre vie? Il y a une citation que je trouve pas pire, Doc. Avant de parler avec Edeline. Oui. La persévérance est la compagne du vrai courage. L'obstination est le partage de l'ignorance. Ouais. Il y a une différence pour vrai entre être obstiné, là. Ça, c'est les gens qui ils devraient juger que le moment est bon pour s'arrêter, pour abandonner, démissionner. Mais il y a ceux qui s'obstinent, là. Ouais. Alors, c'est bon. Ça attire, ça enrichit notre vocabulaire. Alors, persévérer, c'est une qualité. S'acharner, s'obstiner, s'acharner, ça n'a pas d'allure. Exact. Et il y a tellement de monde, ça implique tellement de monde là, qui vont, dur comme fer, s'obstiner avec leurs proches. Non, je suis encore capable. Simonac, t'es rendu à 78, ton état de santé n'est pas bon. Hey, on prend-tu l'exemple pour les personnes âgées qui ne peuvent plus conduire? Puis qui s'obstinent à être sur la route par orgueil, par pas accepter le fait qu'ils sont rendus là. Ça aussi, c'est terrible. Puis ils peuvent causer des accidents, on s'entend? Hey, écoute, j'interviens aussi dans ces situations-là régulièrement. Ouais, les personnes âgées qui refusent de remettre leur permis de conduire. Maintenant, c'est du cas par cas. C'est ça. Non, parce qu'il y en a qui sont meilleurs que ceux de 25, là. Ça dépend des personnes. Il y a des personnes de 85, 88 qui ont toute leur tête au volant. Exact. Mais il y en a plusieurs qui l'ont pu depuis un bon bout de temps. Oui.
On va parler avec Edelyne de Montréal. Bonjour. Oui, bonjour. Tout d'abord, félicitations pour votre émission. Bonjour, Dr Maillot et Madame José. Oui, Edelyne. Oui, j'ai abandonné ma communauté, presque tous les membres de ma famille et les fréquentations de ma race et les hommes de ma communauté. J'ai même plus d'amis. Vous faites bien d'appeler, oui. Ça, comme abandon, comme lâcher prise, ça peut être indiqué dans certaines situations. Abandonner une secte, abandonner une famille, abandonner une communauté, oui, ça peut s'imposer. Ça fait bien, Dr Maillot, et je suis heureuse d'être Alors, seule. de quelle communauté vous étiez? Je suis haïtienne. Oui, vous êtes haïtienne. Et racontez-nous, pourquoi? Qu'est-ce que vous avez fait et pourquoi? Bon, la raison, c'est que il y a beaucoup de maladies mentales dans notre race. C'est dû à l'esclavage. Et vous avez dit que tout le monde en parle, tout le monde vous en voulait, et c'est la vérité. On est brainwashé par la religion et on est brainwashé par le hip-hop. C'est terrible, monsieur. Ah, lavage de cerveau, c'est intéressant ce que vous dites là. Votre groupe, votre communauté serait particulièrement sensible au lavage de cerveau par la religion, ça on le savait. Ben ça, moi j'aimerais ça. Et par Edelyne, le hip-hop. J'aimerais ça qu'on parle de vous particulièrement au lieu de parler d'une communauté. Là. Vous, vous personnellement, à vous là, parlez pas des autres là, mais vous, qu'est-ce que fait que vous avez décidé de quitter tout ce monde-là? Il est arrivé un événement particulier. Oui, j'ai quitté mon ex. J'ai quitté mes amis parce que je trouve qu'ils sont irrationnels. Ils manquent de jugement, de maturité. Là, vous parlez de votre ex, là. Vous parlez de votre ex. Le monde de mon entourage, en général, était vraiment irresponsable, immature et manquait de jugement. Ils sont irrationnels. Et qu'est-ce que vous voulez dire par irrationnel? Avez-vous quelques exemples à donner? Voilà, c'est jamais de ma faute. Si la femme tombe enceinte, elle avait jusqu'à mettre un condom. C'est jamais de ma faute. Je suis enceinte, mais le gars, il reste pas. Vous comprenez? Le gars, il veut pas l'enfant, il veut pas rester, mais je le garde. Jésus va m'aider. Je ne ferai pas avorter. Jésus va m'aider. Malgré qu'elles sont dans une situation précaire, elles sont dans un HLM, sous le DS, elles gardent les enfants quand même. Vous avez quel âge, Edelyne? Vous avez quel âge? 32 ans, vous êtes toute jeune. Et qu'est-ce que vous faites de bon dans la vie? Parlez-nous un peu de vous actuellement. Là. Moi, je travaille comme téléphoniste dans une firme de sondage. Oui. À part ça, j'ai dit que ma fille, heureusement, j'ai une fille, j'en ai pas fait 2-3. Oui. J'ai trouvé un homme, un Québécois, parfaitement, que j'espère qu'il va me marier puis que j'aurai d'autres bébés, mais un homme de mon goût, qui a du jugement. Je suis très heureuse en amour et très heureuse. Fait que vous, ça a été une libération pour vous. Ouais. Je pense que je suis moi-même maintenant, que j'écoute pas l'influence, les mauvaises influences. Fais comme tout le monde, suis le troupeau de brebis. Répète tout ce qu'on entend, tout ce qu'on dit. C'est ça, le problème. Ouais. C'est des rumeurs. Merci, Edelyne. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Oui. Il faut juste faire attention on n'y avait pas pensé à aux ça. Généralisations. Oui, mais abandonner une secte, abandonner une religion, c'est quelque chose. Et oui, il y a des personnes qui l'ont fait. Ça demande un effort inouï. Moi, j'adorerais ça, parler à quelqu'un qui a quitté une secte. S'il y en a qui nous écoutent, là. Mais moi, encore là, je me rappelle. Peu importe la grosseur parlé, de la secte, là. Mais d'avoir quitté les témoins de Jéhovah, ça, je me rappelle d'en avoir parlé régulièrement de ça. C'est tough, c'est dur, parce qu'en plus, ils te renient après. Fait que à partir du moment que tu quittes ta religion, ça veut dire que, dans certains cas, que tu quittes ta famille, tes amis, ton entourage. C'est une méchante décision à prendre, là. Et il n'y a pas seulement les témoins de Jéhovah, là, qui sont une secte. Les grandes religions sont toutes des sectes. Et il y a des individus qui quittent soit des religions, et ça va avoir beaucoup d'impact sur les relations avec la communauté, avec les autres par la suite. Alors, lorsqu'on parle de secte, on ne vise pas uniquement les témoins de Jéhovah. Autant les islamistes, parce que je me souviens d'avoir parlé à des témoins de Jéhovah. Les Juifs, ce sont des sectes, des mouvements sectaires. Pour les autres, je ne le sais pas, mais pour témoins de Jéhovah, je sais que c'était très difficile de quitter. Ouais. Ça, c'est... tu sais, quitter la religion catholique, là, c'est pas dur, là. Tu sais, ta famille te parle quand même, mais... Un juif qui renonce à ses croyances religieuses, ça peut avoir tout qu'un impact. Un musulman qui renonce à ses croyances et à la pratique de la religion, ça a tout qu'un impact. On va parler avec... Alors que nous autres les catholiques, on a fait... C'était un problème. C'était mal vu, là. C'était très mal vu. Alors, il était exclu.
il y avait des facteurs d'exclusion, il y avait des réactions d'exclusion. Ouais. Mais maintenant, là, on est passé à un autre appel là-dessus pour ce qui est des catholiques. Parlant de prochain oui. appel, on va parler Oui. avec Louisette de Québec. Bonjour. Oui, bonjour à vous deux. Louise. Il y a un témoignage tout à l'heure qui m'a énormément touchée. Je vous explique tout d'abord notre situation. J'ai 2 enfants handicapés et une qui c'est plus léger, qui souffre d'une dysphasie, d'un TDAH, dysphasie sévère en fait, autant au niveau réceptif qu'expressif. Donc c'est juste pour mettre le background. Quel âge les enfants? 16 ans et bientôt 20 ans. Okay. Et ma plus jeune, on a commencé sa vie d'hôpital, si on peut dire, là, à l'âge de 4 mois, parce que ce qu'on savait pas, que ça a pris 15 ans à découvrir, c'est qu'elle a le syndrome de Dravet. Alors, ça touche tout ce qui est électrique dans le corps, donc on a eu de l'épilepsie extrêmement réfractaire pour commencer. Et puis, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on en est rendu à opération au cœur et tout ce que vous voulez, là. Alors, on a passé par 2 comas barbituriques et tout ce que vous voulez. Je vous jure, on y a goûté. Et pas autant que ma plus jeune, là, mais enfin, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis, il est arrivé un moment où on a dû, peut-être qu'on a été zélés dans le sens que nous, jusqu'à ce qu'elle ait 3, 4 ans, 5 ans, Laurie, on l'a jamais vraiment laissée toute seule à l'hôpital parce que il y avait toujours quelqu'un qui dormait avec elle parce que son épilepsie était très, très, très réfractaire, puis on avait peur tout le temps. Ceci dit, nous avons confié notre fille plus âgée à ses grands-parents pour... c'est arrivé une fois que ça a été pour quelques mois en ligne. C'est certain qu'on lui parlait quotidiennement au téléphone, ou presque, et puis elle a toujours eu beaucoup d'amour et ses parents ont été très aimants et très, très, très bons avec elle. Mais ma fille va en psychanalyse depuis, ça a commencé avec la pédopsychiatrie, maintenant, donc ça fait 6 ans de thérapie et elle est toujours sous antidépresseurs et sous anxiolytiques. Et moi, ce qui m'attriste, c'est que je ne comprends pas, Dr Mailloux, que j'aimerais tellement être éclairée pour l'aider, c'est que ma fille me dit, maman, mon cerveau comprend que vous ne m'avez pas abandonné, que vous n'aviez pas d'autre choix, mais mon cœur refuse de l'accepter. Et là, on est là. Et ça vient d'elle ou ça vient de l'intervenante? Non, ça vient d'elle directement, ça. Ouais, mais elle me l'a formulé tel quel à moi. Oui. Maintenant, faudrait voir d'où ça vient. Comment c'est arrivé? Comment elle est arrivée à cette conclusion-là? Est-ce qu'elle l'avait avant... Oui. Est-ce qu'elle l'avait avant de consulter ou si on lui a mis ça dans la tête pendant la consultation? Non. Ce qui arrive, en fait, c'est que à un moment donné, il y a une équipe spécialisée pour la diète cétogène à l'hôpital, donc c'est une équipe multidisciplinaire. Et moi, j'étais inquiète un petit peu pour la condition mentale de ma plus jeune. J'ai dit au médecin, je pense que je ne sais pas si elle est en dépression, mais j'ai dit, je trouve qu'elle est très morose et qu'elle est très triste. Puis je comprends que dans la situation qu'elle vit, qui est tellement pas facile, on serait pas étonné. Mais j'aimerais que vous vérifiez qu'il n'y a pas de dépression. Alors, le pédopsychiatre est venu, a vu ma fille. Bon. Et après, on a commencé à être suivis en tant que famille parce que lui, c'est sa spécialité. Les enfants qui doivent mourir ou qui n'ont pas de qualité de vie, ce spécialiste-là suit la famille. C'est comme ça que ma plus vieille a été en contact avec la pédopsychiatrie et c'est depuis tout ce temps-là. Et elle lui expliquait que elle avait autant besoin de nous dans sa tête puis c'est vrai, que sa plus jeune sœur, mais que les circonstances faisaient on peut pas se cloner, donc on peut pas être à 2 endroits en même temps. Puis là, c'est ça. Je vous dis pas qu'on n'a pas de culpabilité là-dedans, de responsabilité dans ça. Mais moi, on ne m'a jamais, en tout cas, expliqué, puis ça me bug aussi un petit peu, où était ma responsabilité là-dedans, puis qu'est-ce que je peux faire pour aider ma fille, parce que c'est elle qui me le verbalise. Elle me dit, moi, maman, je pense que, je comprends que vous ayez eu à beaucoup vous occuper de Laurie, puis imaginez, à la maison, là, en plus, elle a des problèmes, elle a fait 6 pneumonies, et elle a failli mourir de la dernière. Écoutez, la plus jeune. Mais la plus vieille, elle fait quoi dans la vie actuellement? Là? Elle en est où, elle, dans son fonctionnement actuel? Bon. Eh bien, à l'école, elle a beaucoup, en secondaire 4, elle a beaucoup souffert d'intimidation à l'école. En secondaire Louisette, elle a 20 ans, et puis en secondaire 4, elle est rendue... Non, je vous explique. Simplement, elle est rendue où, là, dans son cheminement? Elle a abandonné l'école parce que ça ne se sentait pas bien dans le milieu scolaire. C'est normal qu'elle était en classe spéciale de langage toute sa vie.
sauf les 2 dernières années où on a considéré qu'elle pouvait intégrer les classes régulières. Et puis moi, je pensais que ça allait continuer à bien aller parce que la première année d'inclusion au secondaire normal, on va dire, elle avait même reçu un méritage à la fin de l'année. Vous êtes juste une petite question, c'est quand vous dites on a considéré, c'est vous les parents ou bien elle aussi, elle était dans la décision? Oui, elle a été inclue dans la décision, évidemment. Sauf que en étant inclue dans certaines matières et qu'elle ait constaté que elle n'a pas de problème d'intelligence, premièrement, hein. Donc c'est au niveau de la compréhension, de l'encodage du langage et du décodage. Mais ça se passait bien dans les matières dans lesquelles elle a été intégrée. Donc, mais je vous dirais que quand je fais vous êtes verbomotrice, votre fille aînée. Elle a abandonné l'école. Qu'est-ce qu'elle fait? À quel endroit qu'elle vit actuellement? Elle travaille. Elle vit chez nous pour l'instant. Bon. Elle travaille présentement dans une entreprise à temps plein. Parce que comme on lui a dit, on a dit, écoute, Ariane, pour ton bien, on pense que c'est bien que tu fais ta décision. Louisette. Oui, Dr. Mayou. Juste résumer, elle en est où dans son niveau? Elle vit chez vous. Elle a un emploi à titre dans quel genre de travail? Elle travaille pas chez Première Moisson. C'est un emploi régulier, ça, chez Première Moisson? C'est un emploi régulier, monsieur. C'est un emploi protégé? Oui. Mais vous répondez oui à 2 choses. Louisette, un emploi protégé ou un emploi régulier? Oh, que voulez-vous dire? Un emploi compétitif ou un emploi protégé? Protégé, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire par le syndiqué ou? Moi Non. non plus, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. C'est un emploi protégé, c'est-à-dire c'est un emploi spécial. C'est un emploi qui n'est pas compétitif. Pas du tout. Non, elle ne l'a pas eu. Non, pas dans ce sens-là, non. Et elle a eu l'emploi comme n'importe quelle autre personne. Elle fait quoi chez Première Moisson, là? Quel est son rôle? Elle est au service à la clientèle, là, au prêt à manger, au service à la clientèle. Là. Et ça fait quoi, ça, Première Moisson? C'est un service? C'est une entreprise qui fait c'est une pâtisserie boulangerie. Ah, OK. C'est un emploi conventionnel. OK. Depuis combien de temps qu'elle est là? Ça fait 6 mois. 6 mois. Et comment elle trouve ça? Elle adore ça, sauf que là, c'est une enfant qui est très créative, elle est artiste, elle cherche un domaine où elle pourrait étudier, mais elle me dit, maman, je sais pas où me tirer, tellement que j'ai de choses qui m'intéressent. J'ai dit, moi, le conseil que je te donne, c'est continuer à travailler en attendant que ça se précise. Puis même... Est-ce que vous parlez beaucoup comme ça tout le temps? Non, c'est parce que je veux pas enlever du temps à d'autres auditeurs qui voudraient bien appeler. OK. C'est parce que vous parlez vite et beaucoup. Non, vous parlez... Non, c'est la question que lorsque vous vous adressez à votre fille aînée, est-ce que vous lui parlez à ce rythme-là? Êtes-vous verbomotrice? Non, pas. Bon, non, OK, on fait attention. On l'écoute, puis on en prend soin. OK? Oui. Bye, Louisette. On continue. Louisette. Là, je sais pas. Merci. Moi, j'ai une question. Oui. Laquelle? Puis je le sens en plus, plein de bonne volonté. Il y a des intervenantes qui culpabilisent indûment les mères. Ça, j'aime pas ça, José. Mais ça se peut-tu que dans un cas là, comme la plus vieille, elle a 20 ans, elle a un travail à temps plein, puis moi, ce qui me sonnait tout le temps, là, c'était, je lui ai dit de faire ci, je lui ai dit de faire ça, je lui ai conseillé de faire ci. Des fois, ça, puis là, en plus, je comprends la culpabilité parce que l'autre se sent abandonné, mais des fois, en faire trop, c'est comme passer. Pas nécessairement. Il y a des personnes, écoute, ce que j'essayais de voir avec elle, c'était le niveau d'autonomie de sa fille aînée. Bon. J'essayais de préciser tranquillement, puis elle est réticente à voir. Écoute, on parle d'enfants handicapés, à des degrés différents. J'aime pas ça, moi, quand les intervenantes culpabilisent les mères ou les parents lorsque les jeunes sont handicapés, puis pas mal handicapés. Je comprends. Pourrais-tu slacker la poulie un peu? Tu connais l'expression slacker la poulie, c'est-à-dire être un petit peu plus respectueux. Et cette personne-là, là, ils se sont démenés. Ouais. Et ce serait peut-être bon de dire à la fille aînée, tu sais, tes parents, là, ils l'ont pas eu facile. Au lieu de culpabiliser. Au lieu de culpabiliser. Puis, déjà carrément à la fille, là, bon, je comprends que ton cerveau là, comprend certaines choses, puis ton cœur, tu sais, il y a une espèce de dualité qui s'est installée, mais la réalité, c'est que, c'est pas évident. On va aller à la pause et au retour, nous allons parler avec une auditrice qui a abandonné une secte.
Avez-vous déjà eu dans votre vie à abandonner un emploi, une relation, un sport, une entreprise? Est-ce que ça a eu des effets positifs? Est-ce que ça a été très difficile de prendre la décision d'abandonner? D'autant plus que c'est vu souvent comme étant très négatif, l'abandon. Tandis que le lâcher prise, c'est un beau mot pour dire une belle façon d'exprimer le fait que nous avons pris une réflexion en recul. T'sais, moi, je trouve que tout est là-dedans, dans la façon de le dire souvent. Et là, tantôt, j'ai espéré qu'une auditrice ou un auditeur nous appelle pour raconter qu'il avait eu à abandonner une secte. Et Sophie de Saint-Bruno est au téléphone. Bonjour, Sophie. Oui, bonjour. Bonjour, Sophie. Oui, c'est mon cas. Ça fait longtemps quand même. Là. C'était pas une secte proprement dit, c'était l'Église pentecôtiste. C'est une secte. Alors, tous les groupes religieux sont des sectes. C'est un mouvement sectaire, c'est-à-dire un rassemblement d'individus qui vont avoir des croyances communes. Ça s'appelle une secte. Ah, OK. Oui. L'Église pentecôtiste, c'est une secte religieuse comme toutes les groupes religieux. Et vous, dans quel contexte vous avez abandonné cette secte-là? Sophie, vous aviez quel âge, premièrement? Je me suis joint à eux, j'avais 18 ans. Puis je suis sortie à 29, je crois. Okay. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais à cette église-là, j'ai rencontré quelqu'un, puis je me suis mariée, j'avais 19 ans. Oui. Cet homme-là, il était homosexuel. Mais l'église... Ouais, vous êtes mauvaise langue, vous, ce matin. Les hommes homosexuels font pas ça. Ils ne marient pas de femmes au Québec. Vous êtes mauvaise langue. Comment vous avez découvert, ça c'est votre opinion, ou comment vous avez découvert qu'il était homosexuel? En 9 ans de mariage, on a eu des relations moins que 6 fois, je crois. Oui, ça ne veut pas dire du tout qu'il est homosexuel. Quelle évidence avez-vous de comportement homosexuel chez cet homme-là? Quand on était comme... Quand je me suis séparée ou sur le bord de se séparer, à un moment donné, il m'avait avoué qu'il y avait eu des relations avant de me rencontrer. Oui. Puis l'autre affaire, c'est que le mariage, je l'ai vraiment pas. Attendez, Sophie, des relations avec qui? Un homme. Un autre homme. Ah, bon, là vous nous éclairez. Alors, il y avait eu des relations une fois ou répété une couple de fois? Il avait vécu avec lui pendant 3 mois environ. Bon, vie commune. Ah, là, on commence à être convaincant. Vie commune avec un homme pendant 3 mois. Pourquoi il n'a pas décidé de juste assumer le fait? C'était assez assumé, ce vécu avec? Pourquoi avoir été avec vous par la suite? Il l'a jamais vraiment assumé. Son partenaire à ce moment donné-là lui a dit « T'es pas un homosexuel ». Oui. Il est comme... Je pense que ça l'a mis peut-être confus. Je peux pas parler pour lui, là. Mais quand on est à l'église, tu peux pas vivre... Tu peux pas être homosexuel. Voilà. C'est ça, là. Voilà. C'est comme un rejet complètement de... Oui. Alors, comme beaucoup d'homosexuels, il ne l'a pas assumé, il ne l'a pas accepté et il s'est marié pour prouver à lui-même et aux autres qu'il était hétéro. Malheureusement, il n'était pas fort sur la relation sexuelle. Mais soit dit en passant pour nos auditeurs, José et Sophie, il y a beaucoup d'hommes homosexuels qui m'ont confié qu'une couple de relations sexuelles par semaine, lumière éteinte autant que possible, il n'y avait pas trop de misère avec ça, avec une femme, là. Non, mais lui, il devait avoir de la misère à 6 fois en 9 ans, là. Oui, lui, il avait de la misère, hein? Ah oui. Non, il y avait zéro désir, là. C'était... Ouais. Il n'y avait rien. Et il y a des hommes... Attendez. Il y a des hommes qui ont zéro désir dans l'intimité avec leur conjointe et qui ne sont pas homosexuels. Ah, OK. Ouais, mais vous avez dit que vous êtes fertile? Vous avez quand même un enfant? Oui, on a eu un enfant. Quand on s'est mariés, je pense que ça a pris 2 jours avant qu'on le fasse, là. Puis j'ai tombé enceinte à cette fois-là. OK. Oui, une relation, une grossesse. Oui, une vraie lapine. On l'a pas fait pendant 9 mois à peu près. Oui, on n'en doute et là, même pour pas. En arriver à votre sortie de la secte, c'est quand vous vous êtes laissé? Comment ça s'est passé? Moi, j'ai été très, très, très malheureuse depuis le début dans ce mariage-là. Oui.
là, je voulais en sortir, mais j'espérais que, tu sais, en étant dans l'Église, on espère toujours un miracle. Est-ce que Dieu vienne le guérir ou... Oh, l'intervention divine, tant attendue. L'intervention divine. C'est jamais arrivé. Oh, Dieu est ingrat. Comment ça se fait qu'il vous a laissé tomber? Parce que vous n'avez pas prié assez fort. Disons que c'est toutes des affaires qu'on se dit. Mais à un moment donné, j'étais vraiment confuse. J'étais mélangée. Ça faisait 9 ans qu'on était mariés. Sophie, juste une petite remarque en passant. Vous avez joint la secte et vous vous êtes mariés parce que vous étiez déjà confuse. Mm-hmm. C'est pas la secte et l'homosexuel qui vous ont confondu. Vous étiez confuse, je soupçonne fortement, avant, à 18 ans. Oui. Vous étiez toutes mêlées. Oui, probablement. Je me cherchais, la spiritualité oui. Puis l'intervention divine, la pensée magique. Ça vient d'où, ça, cette confusion-là, à 18 ans? Trop de films de Disney, peut-être? Je sais pas. Ben oui, c'est la faute à Disney. On l'a trouvé. Je les ai tous regardés, les films de Disney, là, puis ils parlent pas de Jésus, puis de Mahomet, puis... Non, mais non, je suis attirée vers la spiritualité, ça, c'était... oui. Je cherchais un monde meilleur. Un monde magique. Sophie, ce serait-tu le fun si les choses survenaient par magie? On aurait juste à prier, puis ça arriverait. Dieu existe. Dieu est grand. Allah est puissant. Oui, mais ça fait quand même longtemps de ça. Vous avez quel âge, là? Vous avez quel âge? Là, j'ai 55. Vous avez 55 ans. Et qu'est-ce que vous faites de bon? Quelques mots sur votre vie actuelle. Vous en êtes où? Ah, ça va très bien. Je me suis remariée. Bon. Oui, je me suis remariée. J'ai un très bon conjoint. On s'aime beaucoup. On a eu 2 autres enfants ensemble. Ouh, 2 autres enfants. Là, et la sexualité, ça dit quoi? J'allais dire, vous êtes rendu à combien de fois par année, là? On compte pas. Je suis comblée. à 55 ans, combien de fois par semaine, là, à peu près? 2 fois, peut-être. 2 fois par semaine? Oui. C'est bon? C'est agréable? Oui, c'est très agréable. Oui. Bon, on va se quitter là-dessus. On lâche pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Au revoir. Ça amène un petit sourire au doc quand on parle de ça. On va aller à la pause. Ah oui? Oui, je vous vois, moi. Ah, mais je te vois aussi. Petit sourire. Ben oui, moi aussi, j'aime ça. On va aller à la pause. Au retour, on revient avec Jessica et Marie. Au réseau Cogeco. Avez-vous déjà eu dans votre vie à prendre une grosse décision, celle d'abandonner? Ça a-tu pris du temps avant de la prendre, cette décision-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous l'avez prise et est-ce que ça a été positif? Parce que souvent, on voit l'abandon comme étant négatif, mais dans certains cas, mieux vaut abandonner que de crever. Je vais le dire direct comme ça, parce que ça peut être au sens très propre, là, qu'au figuré. Ça peut être autant au sens d'un marathonien qui continue, il sait là, que ça va mal, son corps, il l'écoute pas, puis bang! Tombe à terre, meurt. C'est arrivé plusieurs fois. Je pourrais toutes vous les sortir. On les a toutes ici sur Nice, mais vous comprenez mon propos. Oui. Avant de parler avec Marie, qui elle aussi a dû sortir d'une secte, je vais lire un courriel que nous avons reçu via Facebook. Oui. Éric dit, « Doc, je désapprouve le fait que vous ne croyez pas à Dieu. J'ai consommé pendant 15 ans des drogues fortes. Cela fait 4 ans que je ne consomme plus. Je me suis mise à genoux et j'ai demandé de l'aide à Dieu. Du jour au lendemain, 0 consommation, 0 rechute, 0 médicament de sevrage, rencontre individuelle avec des professionnels non plus. Un miracle? Intervention divine, évidemment. C'est pas, Éric, vous avez rien fait. C'est Dieu qui a décidé de la suite des choses. Je trouve ça tellement triste que Éric ne se donne aucun mérite puis qu'il dise tout que c'est à cause qu'il s'est mis à genoux. Ouais. Non. C'est Dieu. C'est parce qu'en se mettant à genoux, c'est Dieu qui est intervenu. Le fait de se mettre à genoux, c'est peut-être pas si mauvais que ça. Je pense qu'il était probablement ou possiblement bouffi d'orgueil. Et le fait de se mettre à genoux lui a fait réaliser qu'il avait besoin d'aide. Et il a probablement accepté de l'aide de personne face à un problème qu'il dépassait totalement. Deuxièmement, il a possiblement réalisé qu'il y avait des raisons pour lesquelles il se droguait.
Alors, le fait de faire preuve d'humilité, ça peut ouvrir certaines avenues ou certaines considérations jusque-là ignorées. Mais c'est quelque chose, pensez-y. C'est pas Dieu, pas de maudit. Pendant 15 ans, des drogues fortes, ça fait 4 ans qu'il ne consomme plus rien. Éric prend le mérite? Ben, oui, puis probablement que, écoute, il était rendu à bout. Tu sais, il y a des individus qui cessent de se droguer puis de boire lorsqu'ils atteignent ce qu'on appelle le fond du baril. Oui. Il y en a qu'il faut qu'ils frappent le mur. Alors, c'est pas nécessairement grâce à Dieu, là. Allez-y mollo, Éric. Ce serait trop beau s'il en était ainsi. Il confirme qu'il avait beaucoup d'orgueil. Mais il reconfirme qu'il croit encore à Dieu. Aucun problème là. Aucun problème. Croyez à Dieu, Allah, Bouddha, n'importe quoi. Si ça vous fait du bien, grand bien vous fasse. Allez pas l'imposer aux autres, par exemple. C'est là que vous péchez. On va parler avec Marie de Québec. Bonjour, Marie. Bonjour. Oui, bonjour, Marie. Bonjour. Ça m'a vraiment interpellée, votre sujet aujourd'hui. Puis, j'ai appelé parce que moi, je suis sortie d'une secte. Ça fait 7 ans déjà. Oui. C'était mon 4e essai. J'appelle ça de même des essais, là. C'était la 4e fois que je sortais. Puis, cette fois-ci, je pense que c'est la bonne, mais je reste encore hyper fragile parce que de quitter un groupe comme ça, c'est de quitter ses repères un peu. Puis, en plus, c'est de quitter tout le monde que tu connais. Oui. Parce que c'est des communautés où on se voit 3, 4, parfois 5 fois par semaine. Oui. Fait que tout ton social, puis ton implication, puis tes liens se retrouvent un peu dans le même lieu. Oui. Moi, quand j'ai quitté, à chaque fois, j'étais certaine qu'il fallait que je quitte parce qu'il y avait trop de choses qui me dérangeaient. Comme? Puis à chaque fois, j'y retournais comme la difficulté à avoir le droit de poser des questions ou de relever des incohérences. Si tu relèves des incohérences, mais c'est vraiment vu comme des esprits de rébellion puis de division. Oui, la liberté d'expression et d'opinion n'est pas admise dans une secte. Non, Marie, saviez-vous ça au point de départ? Moi, j'étais enfant, en fait, j'ai été élevée là-dedans. Je pense que c'est difficile pour les gens élevés dans les sectes. Nommez-la, quelle secte que c'était? Quel grand groupe religieux c'était? Je vais vous le dire, mais le cœur me débat, puis je vous le dis pour que... Oui. Moi, là, j'aurais aimé ça avoir de l'aide. J'aurais aimé ça avoir de l'aide, moi, hein. Puis j'ai été juste chanceuse de trouver des gens qui parlaient, là, mais même pourquoi votre cœur vous débat à dire le nom? Même aujourd'hui, de parler contre, je me sens déloyale, puis je me sens... Mais vous parlez pas contre. Non, je le sais, ça, moi, dans mon cerveau, je le sais, là. Faut comprendre, là. Tu sais, c'est comme je sais que faire des citrouilles à l'Halloween, c'est pas mauvais. Mais dans mon être, encore aujourd'hui, après 7 ans, il faut que je me le dise. Oui. De quelle secte parlez-vous? Parce qu'il y a une dichotomie entre ce que je crois puis ce que je pense. C'était des pentecôtistes. Pentecôtistes, bon. Ouais. Puis eux autres, les citrouilles, à l'Halloween, ils aiment pas ça, les pentecôtistes? Ah, non, mais aucun des groupes protestants, là. C'est des fêtes païennes, c'est ça? C'est des fêtes païennes. Du coup, tout ce qui est associé autour devient mal. Oh! Et qu'est-ce qu'il y a de mal pour eux? C'est intéressant, ça. Qu'est-ce qu'il y a de mal pour eux avec les citrouilles à l'Halloween? C'était beaucoup ça, mes questions, mon cher Doc. Oui! Dites-nous-les, vous devez le savoir. C'était des questions très banales que je posais. Oui! Qu'est-ce qu'il y a de pas correct avec les citrouilles à l'Halloween? C'est simpliste un peu, puis c'est difficile. Moi, j'appelle vraiment, là, Doc, je vais vous le dire, je trouve pas que c'est des sujets difficiles, faciles à parler avec vous, malgré toute l'admiration que je vous porte, parce que vous riez beaucoup, hein? Oui. Moi aussi, j'aimerais. Non. J'ai cette petite caractéristique. Mais ça, tu sais, comme... Oui. Parce que c'est blanc ou noir, c'est mal ou bien, c'est Dieu ou Satan. Ça devient très simple quand on en parle comme ça. Mais quand on fait partie, depuis qu'on a 8 ans, puis qu'on a ces enseignements-là, puis qu'on empêche nos enfants d'y aller, un moment donné, ça devient... Mais Marie, le problème n'est pas là. Vous l'avez dit, est-ce que c'est vous qui avez joint les pentecôtistes à l'âge de 7 ans? Non. Bon. C'est pour ça qu'on devrait avoir de l'aide quand on veut sortir de ce mouvement-là. Non, attendez. Parlez-nous du problème. Et là, je rirai plus. Le problème, c'est que quand on est enfant,
complètement dépendant de notre environnement puis de ce qu'on se fait enseigner. Moi, aujourd'hui, à 40 ans, il y a des choses que je sais que c'est pas vrai. Marie, vous êtes habituée de rationaliser outrancièrement. Ah, mais pour sortir de là, Doc, là... Non, c'est l'entrée. Lâchez la sortie tranquille. Bateau, regardez l'entrée. Mais moi, j'en ai pas eu d'entrée, je suis désolée, là. J'en ai pas eu d'entrée. Non, vous n'êtes pas arrivé là par magie, là. Bang, vous êtes dedans, là. Mais non, Qui mais vous a amené là? Mais oui, écoutez, là. Je comprends, arrêtez. On écoute, puis on écoute beaucoup, puis on a hâte que vous répondiez. Vous le savez, Mais c'est qui qui, va mais vous rentrer voulez pas là? le dire. Ben non, ça me dérange pas, moi, de dire que mes parents ont vécu une expérience, sont rentrés dans une secte puis m'ont élevé là-dedans. Je trouve, ça me dérange pas de le dire. Là. Ah ben non, là, je vous crois pas. C'est impossible. Ça ne vous prétendez que ça vous dérange pas d'avoir été traîné dans une secte par vos parents. Alors voilà, je prétends que c'est bon dans la vie de mes parents, mais que le problème, quand on est élevé dans des milieux comme ça, c'est qu'en sortir, c'est vraiment difficile. Non. Là, vous prenez... Non. Vous prenez le taureau par la queue au lieu de le prendre par les cornes. Le taureau va vous traîner. C'est pas vous qui allez traîner le taureau. Non, parce que moi, j'en connais plein des gens dans les groupes religieux, puis malgré que je trouve que c'est sectaire, je suis capable de reconnaître qu'il y a des gens que dans leur vie, c'est bon. Puis j'en connais assez que je peux pas nier ça. Bon, il y a des gens dans leur vie que c'est bon. En quoi ça a été bon pour vos... En quoi ça a été bon pour vos parents d'être dans une secte? Mes parents, ils font partie là, du mouvement des années 80. Il y a plein de gens à bout du rouleau qui ont vu la lumière, un peu comme le... Quelle était ma question? Pelleteuse de nuages. Quand je vous écoute puis vous êtes de même, là, je lève les yeux dans les airs. Là. C'était quoi ma question? Bateau. Savez-vous qu'est-ce qui arrive d'insectes? Tout le monde parle, personne n'écoute. Ou tout le monde écoute, puis il y en a un qui parle. Tout le monde écoute. Ben oui, c'est ça. Tout le monde écoute. Mais entre vous autres, vous n'avez pas appris à écouter. Moi, j'ai une question. On va devoir se quitter malheureusement. Puis Marie... Moi, je voulais juste pitcher de dire aux gens, s'il vous plaît, sortir, là. Non, je pense pas que vous êtes placé à donner des conseils. Lâchez votre pitch, vous n'êtes même pas un exemple à suivre. Parlez-vous encore avec vos parents? Mais oui, j'en reparle, mais il y a vraiment eu une période d'arrêt complet des relations, évidemment, parce qu'on ne quitte pas ces mouvements-là impunément. Mais vous leur en voulez pas? Ben, je veux dire, je les aime, c'est mes parents, José. Marie, vous êtes pathétique. Quel âge avez-vous, là? Ah non, moi, je vais arrêter là. Si je suis pathétique, j'imagine que j'ai plus rien à dire. Oui, vous nous faites souffrir. Je regrette d'avoir téléphoné. Bonne journée. Ben, écoutez, vous pouvez regretter. C'est bien de valeur. Avant de se présenter comme exemple, il faut faire un petit peu de réflexion. Et là, je veux bien qu'on embarque sur le dos des sectes et qu'on leur attribue tous les problèmes, alors que c'est pas le cas. Pantoute. Non, mais ici, à la base, c'est très clair. Elle a été traînée par deux zoufis dans une secte. Et là, elle blâme la secte. Hey, allume! Alors que ses parents, il a fallu qu'ils se parlent plus là, quand elle a essayé essayé de sortir. Elle prétend même que c'est correct pour eux. Je lui demande, oui, en quoi ça a été correct? À part sur une chire, n'importe quoi, pas écouter la question. Mais on revient à notre dénominateur commun d'à peu près toutes les émissions qu'on fait. Elle n'est pas capable de voir ses parents objectivement. Tels qu'ils sont. Zéro. C'est pas une question de secte, c'est qu'elle n'est pas capable de les voir de façon réaliste. On doit s'arrêter pour aller à la pause. Je pense qu'on va être obligé de refaire une émission sur les religions. Ah oui, parce qu'il y a des individus qui se proposent comme modèle à suivre alors qu'ils sont encore quasi submergés dans le problème. On va essayer de faire et ça. avec une absence d'autocritique là, qui est navrante, qui est pathétique, dans le sens de souffrant. C'est pas péjoratif. Pathétique, ça veut dire c'est souffrant à entendre. Elle est tellement pas là, elle est tellement incapable de voir l'impact négatif de ses parents sur elle. Ça fait pitié. C'est une femme qui a quel âge? 30 ans, une quarantaine, trentaine? C'est dur, Doc. Tu sais, ses parents, là, ont peut-être été des parents affectueux, présents, etc. C'est dur de mettre le blâme sur la faute des parents. Moi, j'en ai côtoyé des gens qui ont été là dans une religion très présente, puis ont grandi là-dedans, puis toutes les petites filles, quand ils étaient jeunes, il y a même dans des écoles que c'était juste leur religion, ils ont grandi, tout leur univers est là.
C'est dur. C'est comme si tu mettais un trait là-dessus, tu reniais ça à quelque part, là. Et c'est pas à cause de le Faut lien. être fort pour quitter ça, là. Oui. Et parce qu'il n'y a pas de lien à l'extérieur, de lien signifiant. Ben, ils veulent Ses pas qu'elle parents aille. sont dans la secte. C'est ça. Alors, c'est pas les autres, c'est pas la secte. C'est sa famille, ses parents sont là. Elle n'a pas compris. Là, elle blâme tout le monde, les liens sociaux importants, puis mes repères, puis c'est à cause de la secte, puis le pitch, puis... Hey! Allô? T'as aucun lien familial en dehors de la secte. Le problème, c'est ça. Mais ça, D'abord et avant tout. Ça doit pas être facile. Non. Écoute, j'étais pas contente, là, parce qu'à contrarié, ça n'a pas marché du tout comme elle voulait. Je crois que nous avons touché une sphère importante. Elle n'avait pas de lien, ou elle n'a pas de lien familiaux en dehors de la secte. Elle n'a pas de lien avec des parents en dehors de la secte. C'est ça, une secte. C'est ça, une secte. C'est que tu isoles les gens. Oui. Pour pas qu'il y en ait de lien à l'extérieur. Parce que les autres sont vus comme des quoi, là? Il y a un mot, là, des impurs, des impurs, mécréants. Les autres, ils vont aller en enfer, tout ça, là. Oui, Dieu et Satan. En tout cas, on va y revenir là-dessus. Je pense qu'avec les réponses qu'on a aujourd'hui, là... Ah oui, on n'a pas le choix parce exact. que c'est encore... Hey, ça fait seulement 7 ans là, qu'elle est sortie de là. C'est contemporain, puis elle est encore ça, fragile, vous l'avez senti. Son cœur débat encore juste à dire le nom de la secte. Écoute, on n'a aucun problème avec les pentecôtistes. Allez pas croire que... Non, il y a des personnes, effectivement, ça leur fait du bien d'aller là. Grand bien leur fasse. Mais amenez pas vos enfants et démolissez-les pas ou empêchez-les pas de s'épanouir, eux. Ou empêchez-les pas de quitter en coupant tout contact avec eux, là. Parce que là, ils deviennent orphelins. C'est un peu ça aussi. On doit continuer. On va parler avec Jessica qui nous appelle de Québec. Bonjour, Jessica. Bonjour, je vais faire plus vite. Je sais qu'il reste pas beaucoup de temps. Moi, je veux pas dire abandonner à cause de ou abandonner parce que, mais j'ai choisi de laisser tomber à cause que de la situation. Ma fille est autiste. Ça fait plusieurs années que je me débat dans le système parce que on n'a pas d'aide. Il a fallu que je me batte avec l'école. J'ai 2 enfants. Je suis seule monoparentale. Je suis soutien financier. J'étais gestionnaire dans le milieu de la santé. J'ai tout donné pour aller à l'université puis donner un bon milieu à mes enfants, mais il a fallu que je me rende compte que j'étais plus capable parce qu'ils m'appelaient constamment l'école, les rendez-vous et tout. J'ai fini par avoir des problèmes au travail parce qu'on me remettait constamment sur le nez mes absences et tout. Donc, j'ai décidé de laisser tomber puis de demander le chômage par compassion au mois d'avril. Mais ça fait 1 an que je me déballe avec le gouvernement là, pour avoir de l'aide pour soutien enfants handicapés. Je ne l'ai pas encore. Fait que là, présentement, moi, j'ai une maîtrise en administration des enfants, mais je travaille comme caissière au IGA. Mais bon, je me dis au moins ma fille, je peux aller la chercher à l'école à 16h, puis parce qu'elle a été retirée du service de garde parce qu'elle n'était pas capable de s'en occuper. Donc, c'est ça qui m'arrive actuellement. Mais bon, que voulez-vous? J'ai abandonné un emploi de 80 000 par année pour ramasser à 20 000 par année, tout en me battant avec le système actuellement. Là. C'est pas évident quand tu es sur le soutien financier, mais je fais ça parce que c'est ma responsabilité de mère, d'un sens, mais c'est pas juste par amour, par quoi que ce soit. Pour moi, c'était aussi pour ma santé, ma propre santé mentale, j'étais plus capable. Bon. J'étais en train de mourir à tout feu dans ma tête. Là. Jessica, votre fille est rendue à quel âge, là? Elle a 9 ans, mais elle se dégrade là, actuellement. Là. Puis, j'ai demandé, il a fallu que je me batte, que je l'envoie à l'urgence, puis je dise que j'appelle la DPJ, puis que je la récupère pas, qu'il me faisait pas voir parce que la seule chose qu'il me voyait c'est un pédopsychiatre qui voulait me faire voir. Mais moi, je voulais voir un autre avis pour être sûr que qu'ils me fassent pas juste des maudits diagnostics provisoires, mais qu'elle soit vraiment diagnostiquée, peu importe ce soit quel diagnostic. Là, elle a un TSA comme diagnostic, mais il doit y avoir d'autres choses pour qu'elle se dégrade à ce point-là. Là. Elle fait des crises d'agressivité très intenses contre sa sœur, contre moi. J'ai de la misère avec elle. Elle est médicamentée actuellement. Elle prend du Strattera, du Concerta, ça va bien, mais quand elle arrive à la maison, elle explose. Puis je suis promenée d'un bord et l'autre. Là, j'étais en attente d'une équipe multidisciplinaire. Ça fait 1 an et demi. C'est le bordel, là. Puis l'école m'appelle constamment, là. Jessica, oui? Le Strattera et le Concerta peuvent empirer
la condition de votre fille. Alors, le Strattera et le Concerta sont deux psychostimulants où il y en a un, le Strattera est moins stimulant. Le Concerta, c'est du Ritalin et c'est un psychostimulant. Le Strattera, c'est une molécule antidépressive qui a certaines vertus stimulantes. Et la question à poser, c'est est-ce qu'il est possible que le Strattera et le Concerta soient responsables de la dégradation de la symptomatologie de votre fille? Alors, dans le temps que je faisais de la pédopsychiatrie, je n'aurais jamais donné ce traitement-là. Non. Non. Alors, moi, dans des cas comme ça, vous demanderez, je vous suggère de demander au médecin, au pédopsychiatre, s'il pouvait essayer du Risperdal. Alors, chez les autistes adultes, après 18 ans, ils retontissent dans mon bureau et je les traite au Risperdal. Oui, okay. On doit se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Jessica. Doc, merci beaucoup. Pour une fois qu'on a un conseil pratique. Exactement. Merci beaucoup. On n'a plus le temps, Doc. Désolé. Okay. Merci, Alex. Merci beaucoup à Olivier. On se donne rendez-vous demain. Je m'excuse.